Bien, bien. Ça y est, ça a fonctionné. Écoutez, bonsoir à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Donc ce soir, nous sommes à La Rajas. Je suis avec Fabrice Gouchy, le maire de La Rajas, pour la traditionnelle présence communale mobile. Et donc aujourd'hui à La Rajas, on a eu un beau programme, on va dire, cet après-midi, avec notamment un démarrage à l'Aubépin avec la réfection du toit de l'église et l'aménagement de l'Aubépin. Alors, le toit de l'église avait vraiment besoin de réaménagement, puisqu'on a vu qu'il y avait de nombreuses fuites dans l'édifice qui commençaient à porter atteinte au bâtiment. Ensuite, on est allé visiter une belle entreprise qui s'appelle Charcuterie d'Antan, donc qui fait de la charcuterie, comme son nom l'indique, qui vend sur les marchés avec un chef d'entreprise très, très dynamique. Peut-être qu'on peut en reparler dans les questions-réponses si vous le souhaitez. Et ensuite, on a échangé concernant l'aménagement du centre-bourg de La Rajas avec une problématique notamment de synchronisation des travaux entre les travaux portés par le syndicat des eaux, les travaux portés par la communauté de communes pour l'assainissement ou les travaux portés par la commune en tant que telle. Donc, 3 maîtres d'ouvrage différents et donc avec toute une logique de synchronisation pour un bel aménagement dans le centre-bourg. Peut-être que Fabrice nous en parlera. Et puis là, on sort d'une heure d'échange avec les élus du conseil municipal. Donc, le principe, il est simple, c'est qu'on est là pour échanger. Je vois que vous êtes déjà une quinzaine à être connectés. Mais avant d'échanger, je propose, Fabrice, que tu puisses dire un mot éventuellement pour te présenter la commune. Voilà, donc bonsoir à tous. Donc, Fabrice Gouchy, maire de La Rajas. Donc, élu en 2014, c'est mon deuxième mandat en tant que maire. Donc, La Rajas, c'est une commune de 3361 hectares, 1885 habitants, un relief typique des monts lyonnais, mais c'est surtout une commune atypique de par sa conception, avec ses 3 clochers. Donc, La Rajas, l'Aubépin, Namur. Jadis 3 paroisses, 2 communes qui n'en font plus qu'une depuis plus de 220 ans. Voilà, donc on a une activité économique, de services et professionnelle au niveau de l'emploi, tournée vers l'agriculture et quelques entreprises de taille moyenne, on va dire. Les services à la population sont nombreux sur notre commune et on a une chance assez grande, c'est d'avoir plus de 40 associations au sein de notre commune qui donnent un dynamisme assez important et qui nous soulage au niveau de notre vie municipale aussi. Voilà pour la brève présentation. OK. Non, après, on va prendre les questions. Je vois qu'il y a des personnes qui continuent à se connecter, mais le but, c'est qu'on ait le plus de temps possible pour les questions-réponses. Donc, je rappelle le principe, c'est que les personnes qui sont connectées peuvent poser des questions aussi bien d'ordre local que national, et puis on voit qui est le plus pertinent à répondre, voire même des fois certaines questions feront peut-être l'objet d'une réponse conjointe, à la fois pour avoir le point de vue du maire ou le point de vue du député en fonction des questions. Et donc, pour intervenir, pour les personnes qui sont connectées, vous pouvez le faire soit en activant votre micro directement et en parlant, soit vous pouvez aussi, vous avez une petite fonction pour lever la main, si vous le souhaitez. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez également intervenir directement si vous le souhaitez. Alors voilà, je ne sais pas si quelqu'un a une première intervention, tout simplement en activant son micro et en parlant. Donc on a une petite vingtaine de connectés, donc il y aura sans doute peut-être une question. Donc ça peut être soit une question, soit une remarque sur la manière dont vous vivez une situation, notamment sur la crise sanitaire ou autre. Ça peut être également une proposition. Voilà, habituellement, la première intervention, on va dire, est toujours un peu la plus dure. Et puis après, une fois que c'est parti, c'est parti. Et j'en profite pendant que la première question arrive pour demander à Sylvie si tu peux nous brancher au niveau de l'électricité. Dès de me brancher, malheureusement, on risque d'être coupé. C'est pas urgent. Alors, je vois quelqu'un activer son micro. Monsieur. Bonsoir. 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 Vous m'entendez? Oui, si vous pouvez vous présenter et ensuite vous pouvez intervenir. Alors, je suis Marilyn Bruyat. Je réside sur la commune de La Rajas. Voilà. Il y a quelques années, on s'est croisés à l'école de Pommet. Ça remonte un petit peu maintenant. Voilà. J'ai pensé à Antoine aujourd'hui, d'ailleurs.
Alors voilà ma première question. L'un des engagements de votre campagne était, je cite, « Restaurer la confiance des citoyens dans la politique ». À l'heure où l'abstention a été la grande gagnante silencieuse du premier tour, à hauteur de 75,9% sur la commune de Larajas, et où les professions de foi ont été les grandes absentes des boîtes aux lettres Jarser, l'objectif de campagne est loin d'être atteint, malheureusement. Les citoyens que nous sommes ne se reconnaissent plus dans cette politique qui est menée dans l'indifférence générale. Et je me posais la question, dans l'année de mandat qui vous reste, est-ce que vous comptez entreprendre des travaux à l'Assemblée nationale pour restructurer la politique en profondeur, notamment peut-être la reconnaissance du vote blanc? Voilà. Merci beaucoup pour cette première intervention, on va dire très, très large. Justement, je pense que ça sera vraiment pertinent de pouvoir répondre à deux. Alors, bon, déjà, effectivement, premier point, je pense qu'on est toujours mobilisé et vraiment, c'est un point important pour restaurer la confiance dans la vie publique. Et peut-être je pourrais essayer de dire ce que j'essaie de faire, moi, en tant que député pour le faire. Mais avant ça, pour revenir effectivement sur l'épisode qu'on vient de connaître, avec une forte abstention, et notamment, je disais, Larajas, c'est la commune qui s'est le plus abstenue des 41 communes de la circonscription. Effectivement, il y a la question du problème inadmissible, on va dire, qui s'est posé, on va dire, sur la question de la distribution des professions de foi. Et moi, j'ai découvert, un peu comme chaque citoyen, qu'effectivement, c'est plus la Poste qui s'en occupait. Et je dois admettre que ce n'est pas un sujet qui avait fait l'objet de préoccupation, ni de la part de la majorité, ni de la part de l'opposition, mais je pense que cet épisode va pousser tout le monde à être beaucoup plus attentif sur cette question. Ensuite, pour être totalement franc, l'abstention a été forte, que les communes aient été distribuées ou pas. Moi, j'ai la vue sur l'ensemble des communes de la circonscription, je sais lesquelles, grosso modo, ont eu des problèmes de distribution ou pas. L'abstention a été forte un peu dans les deux cas. Donc, je préférerais vous dire que l'abstention est liée à un problème de distribution. En réalité, les causes sont beaucoup plus profondes. D'ailleurs, quand on regarde scrutin après scrutin ces 20 dernières années, l'abstention ne fait qu'augmenter. Et là, effectivement, le problème des distributions a pu rajouter ponctuellement d'un problème. Il peut aussi avoir des conséquences, on va dire, la crise sanitaire. Voilà. Mais je pense que le problème est beaucoup plus profond. Je pense que moi, le fond des choses, c'est je pense que les gens n'ont plus forcément se disent que finalement, peu importe leur vote, l'impact dans la vie quotidienne sera grosso modo le même. Peu importe la majorité du département, peu importe la majorité de la région, quel sera l'impact finalement de voter pour l'un et pour l'autre. Et donc, je pense qu'on doit vraiment retravailler au niveau de l'offre politique pour vraiment montrer des offres qui sont très différenciantes et pour dire qu'effectivement, tel ou tel programme ne se vaut pas. Il y a vraiment des impacts différents dans la vie quotidienne des uns et des autres. Ensuite, donc voilà, en fait, je pense qu'un des problèmes qu'on a, c'est que je trouve qu'au niveau de la classe politique, les partis politiques, les groupes politiques, les hommes politiques, on ne passe pas assez de temps à réfléchir à des solutions nouvelles, aux grandes évolutions de la société. Et on passe beaucoup de temps souvent sur des sujets très techniques. On est très techno à l'Assemblée. On passe des heures à des fois parler de sujets très précis et on perd peut-être la vision d'ensemble, le projet vers où on veut amener la France ou la commune concernant un maire. Ensuite, concernant, avant de laisser la parole à Fabrice, concernant sur mon objectif plus précis en tant que député, sur restaurer la confiance dans la vie publique, effectivement, là, c'est un programme très ambitieux et j'essaie quand même de lever, j'allais dire modestement, tous les matins en disant qu'est-ce que je peux faire pour faire ça. Bon, le premier sujet sur lequel j'essaie d'être assez attentif, c'est l'éthique personnelle du député par rapport, par exemple, à l'utilisation de ses frais de mandat ou différents points. En tant que député, on a aligné notre retraite sur la retraite du secteur privé. Enfin, vous savez qu'en début de mandat, il y a eu beaucoup d'efforts dans ce sens-là. On a supprimé la réserve parlementaire parce que des fois, elle était utilisée de manière un peu inégalitaire.
C'est sûr, quand on fait des réformes comme ça, il y a des gens qui nous disent bravo les 2 jours qui suivent, et puis après, ils ont totalement oublié les efforts qu'on a faits. En tout cas, il y a un premier point d'éthique personnelle. Et ensuite, il y a un deuxième point de travail à l'Assemblée pour essayer d'avoir des réformes le plus utiles possible et le plus en adéquation avec l'attente de la population. Et il y a un troisième point également de travail de proximité. Ce soir, par exemple, on fait une réunion publique, malheureusement en ligne compte tenu du contexte sanitaire. Depuis le début du mandat, j'ai fait une centaine de réunions publiques et j'essaie de croire que ce travail de proximité, la disponibilité envers chaque citoyen, peut petit à petit permettre de redonner confiance, on va dire, dans la chose publique, hein, le conseil des maires, le conseil de circonscription, enfin tout ce qui est mené à l'échelle des territoires. Mais le travail est énorme d'une certaine manière. Mais voilà, en tout cas, j'essaye à mon petit niveau, on va dire, d'avoir cette petite contribution pour essayer de redonner un peu confiance dans la vie publique. Voilà, peut-être avant d'échanger, Fabrice, toi, tu veux peut-être dire un mot sur comment tu vis les choses en tant que maire? En tant que maire, enfin, là, c'est une question, on va dire, sociétale hein, qui est posée. Je reconnais tout ce que tu viens de dire sur les efforts qui ont été faits et aussi sur les réunions publiques et les conseils des maires que tu as mis en place au niveau de la circonscription. Mais la question est peut-être plus au niveau d'une vision de société. Et le citoyen, dans la forme aujourd'hui, dans cette forme de démocratie représentative, des fois, se sent un petit peu floué. Donc, Marilyn parlait du vote blanc tout à l'heure. Moi, j'y suis favorable à cette reconnaissance. Ça veut dire que si, au lieu qu'il y ait 25 ou 30% de participation, c'est-à-dire que les gens ne se retrouvent pas dans les candidats ou autres, c'est-à-dire que si le vote blanc atteignait 50%, eh ben, toutes les personnes qui ont participé à l'élection seraient éliminées et d'autres personnes se remettraient en selle pour prendre la suite. Donc ça pourrait être voir si cette solution redonnerait confiance. Après, il y a l'histoire du référendum d'initiative populaire ou citoyenne, suivant comment on se place. Donc aujourd'hui, elle doit être à 4 millions de signatures pour la déclencher. Et aussi certains parlementaires, non? Et quelques parlementaires qui la valident. Et après, c'est peut-être une décision du président de la République. Voilà, moi je suis favorable à un RIC ou un RIP à 700 000 pour que, plutôt à la mode suisse, ce soit le même pourcentage pour pouvoir que les gens redeviennent, se sentent concernés. Peut-être, voilà, ça peut être une piste voilà, à approfondir. Et aussi, là-dessus, je t'en ai parlé il y a quelques années, le casier judiciaire vierge pour tout élu de la nation, comme on le demande pour tout fonctionnaire qui est embauché. Ok. Juste sur ce point, alors moi je précise que j'ai un casier totalement vierge. Hein. Non, mais c'est pour ça qu'on débat. C'est juste pour dire que le retour, je ne le fais pas en fonction de mon cas personnel, mais le sujet avait été abordé avec, de mémoire, le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a dit n'importe qui doit pouvoir se présenter devant la population, parce qu'on pourrait imaginer toutes sortes de critères. On pourrait imaginer, quand on a plus de 90 ans, par exemple, même la France, est-ce qu'on peut encore se présenter, enfin, quand on n'a pas un certain niveau de diplôme, etc. Et la loi fondamentale dit que n'importe quel citoyen peut se présenter, sauf si un juge, mais uniquement un juge pour des raisons objectives, donne une peine d'inéligibilité. Mais la mesure aurait un effet symbolique important. Elle est psychologique. Mais c'est trop. Je rebondis sur le vote blanc. Ok. Et RIP et vote blanc. Alors peut-être que Marilyn veut rebondir sur le sujet. Si on a bien ou pas, on a sans doute répondu de manière assez imparfaite à la question. Il y a peut-être des points complémentaires. Non, après, voilà, je me demandais si l'Assemblée, dans les mois qui vous restent, puisqu'on a 1 an de l'échéance électorale concernant les députés, vous pensez faire un travail là-dessus avec d'autres collaborateurs ou d'autres députés là-dessus? Ouais. Alors, un travail d'ordre législatif, pas à ma connaissance.
savez qu'il y a eu la réforme sur la confiance dans la vie publique en début de mandat avec le train de réforme dont j'ai parlé. Pour les députés, impossibilité d'embaucher un conjoint, alignement de la retraite des députés, suppression de l'AFM. Aujourd'hui, dès qu'on met 1 euro, vous savez qu'on a une enveloppe tous les mois pour payer des frais. Chaque euro doit être validé. J'ai été vérifié l'an dernier par la déontologue de l'Assemblée nationale. Elle est allée descendre en me disant quasiment pourquoi j'avais acheté un sandwich à tel endroit. Elle m'a dit pourquoi vous êtes allé à l'hôtel. Donc, j'ai dû vraiment tout. Et je veux dire, c'est très bien pour le bon usage de l'argent public. Donc, il y a eu ça. Un deuxième projet important qu'on avait, c'était la réforme constitutionnelle avec notamment la baisse du nombre de députés et l'instauration d'une dose de proportionnelle. Réforme qui a été en discussion à l'Assemblée, mais dont le Sénat n'a pas voulu, puisque vous savez que quand on modifie la loi fondamentale, il faut la majorité à l'Assemblée et la majorité au Sénat. Et moi-même, pour être totalement transparent avec vous, je m'interroge encore sur l'opportunité de la baisse du nombre de députés. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut redonner confiance en la politique, parce qu'on a déjà des circonscriptions de plus de 100 000 habitants, donc c'est déjà compliqué de… Grosso modo, nous, pour vous donner un chiffre, quand on fait une réunion par semaine, ça permet d'être dans chaque commune une fois par an. Si les circonscriptions sont deux fois plus grandes, c'est qu'avec le même rythme qui est déjà très prenant, ça sera une fois tous les 2 ans. Voilà, donc à ma connaissance, il n'y a pas de texte, on va dire, dans ce sens-là d'évolution institutionnelle. Il y a un texte en septembre qui va concerner l'évolution des compétences des collectivités, la loi 3D. Par contre, il y a toujours une réflexion importante sur comment donner confiance dans la vie publique. Et là, pour le coup, moi, je suis preneur de toutes les bonnes idées. Je pense que pour responsabiliser aussi chacun, je pense qu'on est dans un monde aussi de plus en plus individualiste, où les gens s'intéressent de moins en moins à la vie collective. Quand vous regardez le taux de participation dans les syndicats patronaux de salariés, des patrons dans les CCI, etc., partout dans tous les organes démocratiques, et pas uniquement dans la République, vous avez, ou dans les associations, moins de gens qui participent au vote. L'élection des syndicats, par exemple, de salariés, aujourd'hui, je ne sais plus quel est le taux de participation, mais c'est de l'ordre de… C'est moins de 10%, on va dire. Donc, c'est-à-dire qu'on doit tous aussi se poser la question de dire quel est notre intérêt, on va dire, pour le collectif, comment on fait pour lutter contre l'individualisme dans la société. Et j'allais dire, aujourd'hui, celui qui veut s'intéresser à la chose publique, il peut quand même le faire. On a quand même un système qui est super. Celui qui veut être candidat, aujourd'hui, à une élection, l'État lui prend en charge ses frais de campagne, lui permet d'avoir des dispositions pour déposer des jours de congé, lui permet de distribuer des professions de foi. Donc, je m'interroge aussi, moi, pourquoi par exemple, sur les élections départementales, là, il n'y a que deux candidatures. Enfin, on a des bons candidats, mais c'est vrai qu'il aurait pu avoir un peu plus de vitalité démocrate. Non, mais je dis ça, Claude, je sais que tu es là, mais je dis qu'encore une fois, il y a des bons candidats, mais il n'y a pas non plus une vitalité, on va dire, qui est hyper importante. Ça a été le cas pour les régionales, quand même. Il y a eu 9 listes. Ouais. Il y avait le panel pour les régionales, il aurait pu venir pour les 9 listes. Donc voilà, après, c'est sûr qu'un des points aussi, c'est la lisibilité de ce que fait chaque collectivité. Et c'est vrai que ça peut être un des points, on va dire, qui fait que le citoyen est un peu perdu pour savoir qui fait quoi, puisque c'est vrai qu'en 30 ans, on est passé du trinôme commune, département, État à commune, communauté de communes, département, région, État, Europe. Donc, grosso modo, on a fait x2 en nombre de strates. Et donc, si on prend aujourd'hui un citoyen comme ça, dans la rue, on lui parle, on lui dit que fait le département, que fait la région, je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui savent. L'idée de départ, c'était d'enlever le département aussi. Oui, ça a toujours été… Et après, de passer à des grosses communes. Ouais. Dans la loi nôtre, c'était l'idée de départ. Ouais. C'est pas passé comme ça, mais voilà. Donc moi, en fait, pour retourner un peu la question, je pense qu'il y a une grosse responsabilité, on va dire, de la part des élus et de la vie publique, mais je pense qu'aussi, il y a une responsabilité importante de la part des citoyens, où il faut qu'on se pose la question de aussi pourquoi chacun éprouve moins de motivation à aller voter. Est-ce que les citoyens considèrent que tout ce qu'ils ont autour d'eux, c'est de l'acquis, alors que quand on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, alors que quand on sortait de régime difficile, quand il y a eu le droit de vote, tout le monde s'est dit génial, enfin, pour le vote. Aujourd'hui, on considère peut-être un peu trop facilement que tout ça, c'est acquis et que finalement, qu'on aille voter ou pas, l'impact est nul. Là, si vous avez des propositions, on va dire, concrètes de choses à mettre en place. Alors, j'ai noté le vote blanc. On n'en a pas parlé. Alors, toi, Fabrice, si je comprends, toi, tu serais favorable à… Moi, je n'ai pas encore vraiment réfléchi au sujet, pour tout vous dire.
sur les visions politiques, on a des idées parfois un peu différentes, Ouais. mais pour aller jusqu'au bout, donc vote blanc, casier judiciaire vierge et Eric à 700 000, Ouais. à 700 000 personnes, on met le vote obligatoire dans la foulée pour vraiment que les gens disent oui ou non, quoi. Et donc, s'ils votent pas, on leur fait quoi? Enfin, il faut le demander en Belgique. Je crois que c'est Il y a une amende, c'est ça? Ouais. En Belgique, c'est obligatoire. Ouais. Non, mais c'est peut-être un peu excessif là, ce que je dis, mais si on donne vraiment toutes les possibilités Ouais. aux personnes de s'exprimer, après, il faut qu'ils jouent le jeu aussi, quoi. Mm. On donne des prestations, on donne des droits, on donne l'école accessible pour tous les enfants, tout ça. Il faut qu'il y ait un minimum de retour dans des citoyens. Mais je crois que dans tous les cas, dans les années qui arrivent, on n'échappera pas à une réforme institutionnelle. Je ne sais pas si on appellera la 6e République ou autre, mais il y aura sans doute, on va dire, des évolutions de cette nature à prévoir, mais en faisant quand même toujours très attention aux conséquences. Parce que quand on dit, par exemple, s'il y a plus de 50% de vote blanc, alors, ça serait vraiment très important. Non, mais là, il faut le peaufiner. Moi, je Ouais, dis ça, ou même plus de 25%. Faut bien réfléchir à comment ça se passe. C'est-à-dire que l'élection n'a pas lieu. Donc, si je prends par exemple le conseil départemental avec le conseil régional, ça veut dire que l'installation de l'exécutif ne peut pas avoir lieu. Non, Si on dit aux candidats, vous ne pouvez plus vous représenter, il faut aller en chercher des autres. S'il y a le vote obligatoire, obligatoirement, ça veut dire qu'il y a plus de 50% de vote blanc. Ça veut dire que les candidats en lice n'étaient pas. Sinon, ils ont les 25% qui ont voté. Nous, ça a été 78% pour la liste. Ouais. Il y a eu une large majorité pour la liste. Il y a eu un choix, quoi. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a un point un peu dommage, c'est que. On va passer des idées. Moi, dans les idées, en tout cas concrètes, je pense que 6 mois avant l'élection, on devrait peut-être envoyer une notice d'information aux citoyens pour leur dire il va y avoir telle élection, les compétences de la collectivité, c'est ça. Voilà. Bon, voilà dans les différentes pistes. En tout cas, on est toujours motivé pour redonner confiance dans l'action publique. Et s'il y a des pistes, vraiment, moi, je suis preneur. Voilà. Pour cette première intervention, ça vous. Je ne sais pas si on a fait le tour, mais on va essayer de répondre du mieux possible. On est une quinzaine là dans la salle, donc s'il y a des idées ou autres, n'hésitez pas. Merci beaucoup de cette première intervention et je transmettrai le bonjour à Antoine, qui garde des bons souvenirs de. Son ancienne maîtresse. Exactement, ouais. On a le papa dans la salle, je crois. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une deuxième intervention sur le sujet de son choix? Les sujets sont super larges, à la fois en termes de santé, de sécurité, de fonctionnement des institutions. Ça peut être des sujets plus locaux aussi sur l'aménagement du centre-bourg de la Rajas. Tu travailles sur le projet qui va être présenté ce soir au conseil municipal. Oui, on va l'aborder. Ça fait déjà 2 mois qu'il y a un groupe de travail qui œuvre dans ce sens, et puis aux côtés de la communauté commune pour la partie assainissement. Donc, voilà, on va présenter un petit peu les choix du groupe de travail en termes d'aménagement final au conseiller. Ok. Qui souhaite intervenir? Je vois que Gérard vient de se connecter en vidéo avec un super casque. Je vais poser la deuxième question. C'est une question à la limite qui ne correspond pas forcément à ce qu'on vit aujourd'hui, mais je vais te faire une demande un peu officielle en tant que député de la majorité, c'est que tu interviennes pour faire venir le ministre de l'Agriculture dans le département sur un sujet qui ne devrait pas être d'actualité aujourd'hui, mais qui est sur l'irrigation et le lac collinaire. Aujourd'hui, on a des projets qui sont arrêtés, notamment sur ton secteur, sur Saint-Laurent, Saint-Clément, pour des raisons de législation. Et on a bien entendu le ministre de l'Agriculture, à travers le Varenne de l'eau, être assez favorable et assez volontariste à trouver des solutions sur ce sujet-là. Il y a des gens qui sont très volontaires et posés en la matière, en tenant compte effectivement des problématiques environnementales. J'aimerais que le ministre vienne nous voir sur le terrain la réalité des projets qui sont aujourd'hui d'actualité, l'effort qui est fait, la compréhension des problématiques environnementales,
et de retranscrire un petit peu ce qu'il a pu dire à travers le barème de l'environnement sur la problématique de l'eau et d'irrigation. Il faut savoir que sur nos secteurs, on est en zone rouge et on ne peut pas aujourd'hui bénéficier d'aide de la région notamment et des crédits européens. Je crois qu'il y avait des propositions qui avaient été faites assez volontaristes pour qu'on puisse passer outre avec même la DDT qui s'était inscrite dedans. Ça serait bien que le ministre vienne voir la problématique de l'irrigation. On avait débloqué pas mal de dossiers là, en 2020 et en 2020. C'est parce qu'il pleut beaucoup aujourd'hui qu'on ne doit pas se poser la question pour demain et pour favoriser les installations, notamment en production. Ma question ne touche pas forcément la RAJAS, mais elle touche la circonscription. Et que tu sois un acteur pour faire venir ce Julien de Normandie chez nous. Ok. Merci beaucoup, Gérard, pour ton intervention. Alors, déjà sur le ministre, alors il suit vraiment le sujet très près. Comme tu sais, c'est un ancien ingénieur agronome et donc il a vraiment en matière d'agriculture, je pense que c'est la bonne personne au bon moment. Et donc, je lui ai déjà fait un courrier avec une relance de son cabinet dans ce sens-là il y a 1 mois et demi, parce qu'on avait déjà échangé avec toi et puis les présidents des syndicats. Et donc, pour l'instant, j'essaie de relancer les choses en espérant, on va dire, une visite de sa part, on va dire, dans les prochains mois. Mais mon cabinet m'avait fait comprendre qu'il avait une liste, on va dire, en département de France. Donc, je promets à ce là, mais je ne désespère pas. Depuis le début du mandat, je crois qu'on a eu 8 ou 9 visites ministérielles, plus le président qui est venu aussi une fois à Marseille-l'Étoile. Donc, déjà un député assez gâté, on va dire, en termes de visite ministérielle, mais parce qu'on en fait souvent la demande, et j'espère que Julien de Normandie va venir, mais en tout cas, compte sur moi pour le relancer souvent. Concernant le sujet de l'irrigation, enfin, je pense que ça y est, je pense que tout le monde partage le fait que l'irrigation, c'est un sujet important et que si on pense souvent que l'irrigation, c'est un sujet pour les grandes cultures en plein champ, c'est aussi un sujet très positif, y compris quand on veut faire de l'agriculture plus raisonnée, de l'agriculture bio, etc. Donc, à mon avis, la vision positive, on va dire, de l'irrigation arrive. Et je peux te dire que dans je ne sais pas si je regarde les 3-4 semaines qui viennent de se passer, il y a 2 semaines, on était à Haute-Ivoire, on a parlé d'irrigation avec le GAEC quasiment toutes les semaines. Et on y va la semaine dernière à Saint-Genis-Laval, voilà, chez Dumas. D'ailleurs, j'étais avec Élise, on a parlé d'irrigation. Et prochainement, à Pau-Lyonnais, on va voir également le projet dans le cadre du tour de la circonscription avec un focus, on va dire, sur la question d'irrigation. Et effectivement, il y a toujours cette zone rouge qui revient. Donc, cette zone rouge, finalement, c'est une cartographie qui dit que sur certaines zones, on a le droit de faire des projets d'irrigation, mais qui ne sont pas soutenus par des fonds européens, parce que je suppose qu'ils ont voulu quand même concentrer, on va dire, l'effort sur les zones, on va dire, qui étaient moins sous tension. Donc, comme tu sais, le préfet a déjà été sollicité à ce sujet-là plusieurs fois. Je ne me rappelle plus si ça relève d'une réglementation nationale ou européenne, cette zone rouge. Le classement a été fait au niveau national, mais la décision qui fait que on ne peut pas prétendre dans ces zones-là à pouvoir bénéficier des fonds européens, c'est effectivement l'écriture du PDR, du programme de développement rural qui est européen. Il va être réécrit là. On a un PDR Rhône-Alpes et un PDR Auvergne. Il va être réécrit en un seul PDR en 2022. Et ça veut dire qu'on perd 3 ans si on arrive à l'écrire correctement, à pouvoir faire aboutir des projets qui sont déjà démarrés depuis les projets dont on a parlé, qui sont démarrés déjà depuis 3 ou 4 ans. Donc, le collectif, c'est bien, c'est nécessaire, mais c'est trop long. C'est trop long. Donc, je pense qu'il y a des solutions sans doute intermédiaires, et je pense que la visite d'un ministre sur le secteur en lui expliquant les choses peut faire avancer et trouver des solutions intermédiaires. En tout cas, j'ai bien noté la visite ministérielle. Je relance régulièrement et je vais encore relancer là.
Et je pense qu'en plus, sur l'irrigation, il faut dire que c'est non seulement un intérêt pour l'agriculture, mais la meilleure régulation de l'eau, c'est aussi un intérêt pour tous les territoires. D'être en mesure de stocker de l'eau quand il pleut et de la remettre naturellement dans le milieu naturel. Enfin, quand on voit les questions d'inondation ces derniers jours, c'est un intérêt pour tout le monde. Je ne sais pas si Fabrice, toi, tu veux dire quelque chose. On est d'accord, il ne tombe pas moins d'eau. On a vu, moi j'étais ce matin à Saint-Martin sur Propérière où ça a fait quelques dégâts. La question, c'est de savoir comment on peut la capter à un moment donné pour la redistribuer au bon moment. Parce que les projets, on a accompagné des projets importants dans la région et le département sur des projets collectifs sur Vaugneray notamment et sur Besnay, mais il y a un peu une aberration quand même de faire monter l'eau du Rhône dans ces secteurs-là plutôt que de convenir qu'il est plus intelligent de la garder quand il en tombe beaucoup pour la redistribuer. En termes d'énergie et en termes de bilan carbone, je pense que c'est plus logique dans ce sens-là. Il ne tombe pas moins d'eau, il faut juste, elle est juste moins bien répartie qu'avant. Je m'associe à ta demande, Gérard. De plus, au niveau communal, maintenant, on nous demande des bassins d'orage pour justement avec des débits de fuite pour réguler ces eaux de pluie au moment où elles tombent en grosse quantité. Donc, c'est vrai que depuis de très nombreuses années, depuis plus de 15-20 ans, on est dans le dogmatisme au niveau de l'irrigation. C'est vu que pour l'agriculture intensive, alors que c'est nécessaire pour toutes les agricultures maintenant avec des périodes estivales de plus en plus chaudes et même au printemps ou à l'automne, dépourvues d'eau. Par contre, l'eau, c'est vrai qu'elle tombe à peu près à 700-800 mm par an de moyenne et la capter au bon moment pour la redistribuer, c'est du bon sens et il nous a échappé depuis quelques années, enfin quelques décennies. Il est temps de le remettre au bon endroit, quoi. L'autre jour, justement, le ministre donnait le pourcentage d'eau qui tombe du ciel récupérée. Et c'est vrai que par rapport à l'Espagne, on est très en retard. Même beaucoup de l'Espagne, pays, c'est vraiment un pays qui a beaucoup investi dans l'irrigation. Ils ont réagi plus tôt que nous. Bon, oui, et sur la partie eau du Rhône, en fait, tu sais, Gérard, j'ai été un peu à la manœuvre sur ce projet. Bien entendu, pour moi, ce n'est pas l'objectif d'utiliser l'eau du Rhône pour l'irrigation. C'était uniquement, on va dire, parce qu'on n'en avait pas besoin et parce qu'il y avait des capacités non utilisées, notamment des réseaux d'eau la nuit qui sont pas utilisés du tout. Et en plus, la nuit, l'électricité, on en a à revendre, même trop, parce que vous savez que les centrales nucléaires tournent de nuit comme de jour et que la nuit, comme il y a moins de consommation, l'électricité, on ne sait pas comment faire. Donc, c'était aussi dans cette approche-là que pour moi, j'avais soutenu ce projet spécifiquement pour la culture de cerises à Besnay, enfin pas pour faire de la culture en grand champ, mais pour vraiment de l'irrigation valorisée. Et puis l'autre point, on a eu chez Dumas une présentation très intéressante avec la question du semi-direct de l'agriculture de conservation, avec toute la vie qui peut revenir dans le sol et des sols qui arrivent beaucoup mieux à capter l'eau, à garder l'eau, avec toute la vie animale et la biodiversité qui va avec. C'est un programme aussi de la communauté de communes avec les plateformes de broyage des déchets verts et notamment des branches pour les réintégrer au sol pour avoir des sols qui captent et gardent plus l'eau. En tout cas, très impressionné par le monde agricole. Enfin, on l'a vu encore à Haute-Ivoire là, qui s'organise pour essayer de trouver des nouvelles solutions. Enfin, aussi à Saint-Genis-Aval. On a l'impression que tout le monde y réfléchit et qu'on entre vraiment dans une nouvelle phase, quoi. Donc, j'ai bien noté l'invitation pour le ministre. De l'agriculture. Et je pourrais même. Ça serait dommage, parce que Madame Dinder, la préfète, avec qui je partage régulièrement, a trouvé l'idée très intéressante et va le faire de son côté. Je l'ai fait directement en tant que dans chambre d'agriculture. Ça serait bien que le député de la circonscription accompagne aussi cette dynamique et il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas. Donc, s'il ne vient pas, ça serait peut-être que tu as oublié d'envoyer la lettre. Ah mais Gérard, si tu veux, tu me laisses 2 minutes et la lettre, je te l'envoie. Je peux te la montrer à l'écran si tu me. Je l'ai envoyé. Non, je plaisante. En fait, je vais le faire en temps réel si j'arrive à la trouver. J'aurais espéré. Non, je te crois. Milieu de Normandie, courrier.
Non, mais pour que tu me dises en plus si je suis… Parce que moi, je vais parler de plein de trucs dans le courrier. Je vais parler de l'irrigation et de plein Ah, tu l'as, si tu peux m'envoyer le… le 10 mars. Elle a été le 10 mars, effectivement. Mais alors, il y avait au début la question de la crise sanitaire, juge Gérard. Ensuite, il y a eu la question de la réserve électorale aussi, puisque tu sais qu'un déplacement ministériel, on va dire, n'est pas possible pendant la électorale. Pour information, j'ai encore une ministre qui vient mardi à Saint-Martin-Haut dans le cadre du centre SNU, qui vient la ministre en charge de la jeunesse. Voilà. Et là, alors, je te fais quelque chose qu'on n'a jamais fait en temps réel, comme ça, tu vas pouvoir me dire si j'ai fait un beau courrier ou si, au contraire, tu trouves que mon courrier est améliorable. Et que je te partage à l'écran le courrier que j'ai fait le 10 mars, tu vois, où je dis… voilà, je te laisse lire le courrier, mais je dis que vraiment, il y a des bons enseignements, on va dire, dans le territoire des Monts du Lyonnais qu'on pourrait partager et mettre en valeur. Voilà. Alors, tu m'excuses, je cite aussi le savoir-faire charcutier, comme on a dit cet après-midi, parmi les autres sujets, les circuits courts, les questions d'irrigation, de reboisement. Et j'ajoute, pour le motiver de venir, un petit passage à l'école vétérinaire de Marcy-l'Étoile, qui est aussi un élément important, on va dire, qui est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Donc, on a vraiment beaucoup de choses à faire. Voilà, écoute, Gérard, c'est bien noté. On se tient au courant dans les prochaines semaines. Ouais, ça n'empêche pas que si tu lui fais un rappel que sur la pratique irrigation, il peut peut-être mieux la saisir. Ok. Je le mets dans zone rouge de mon classeur. Ça coule de source. Allez, merci Gérard en tout cas de ton intervention. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite intervenir. Sans doute que oui. Il y a Jean-Paul qui te félicite pour ton explication. Très bonne explication, monsieur le maire, que notre soutien. Et Jean-Paul qui disait comment supprimer trop de règles inadaptées de gestion de l'eau. Enfin, on est un peu répondu en partie. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur les sujets vraiment de… Je voudrais dire deux mots sur le sujet sanitaire, bien sûr, qui est le sujet qui m'intéresse. Il y a deux réflexions que je voudrais faire, deux appels. Je pense que la situation sanitaire, une palissade est en train de s'améliorer. Elle n'est pas gagnée, mais elle s'améliore, et tant mieux pour tout le monde, pour les populations, pour nos anciens, pour notre économie aussi. Je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, elle s'est améliorée parce qu'on a enfin, ça a été lent, laborieux, mais on a pas tout à fait, mais pas loin de la moitié de la population qui est vaccinée. Et la problématique qu'on rencontre actuellement, c'est qu'alors qu'on n'a plus aucun problème d'approvisionnement de vaccins, qu'on avait un rythme très élevé, très efficace de 500-600 000 vaccinations par semaine, ce qui est colossal comme infrastructure, ce rythme baisse et qu'il y a un peu moins d'engouement pour se faire vacciner. Je pense que c'est dommage, d'autant que la problématique n'est pas tout à fait finie. On a tous entendu parler de ce variant Delta qui est en train de pousser, contre lequel le vaccin reste efficace, et il serait quand même très, très dommage de relâcher nos efforts. Voilà, compte tenu de ce qui a été vécu depuis 2 ans, et je pense que tout le monde en a un peu assez, bien légitimement. Voilà. Alors, effectivement, tu n'as sûrement pas de baguette magique, mais si on pouvait relayer cette information, je pense que c'est utile pour l'ensemble de la population. Il y a un deuxième sujet qui m'intéresse quand même et qui avance très doucement, très lentement, mais solidement, c'est le projet du regroupement et de la reconstruction de l'hôpital à Saint-Symphorien-sur-Coise, avec un regroupement de près de 74 lits de SSR, ce qui est quand même un investissement et un espoir considérable pour la prise en charge, en particulier de nos anciens, mais ça nous concernera tous. Et aujourd'hui, on sent bien que s'il y avait encore plus de cohésion autour de ce projet, ce serait bien. Actuellement, le projet est un peu en panne, faute d'accord entre les présidents des départements sur des problèmes de convergence tarifaire. Je pense que ce serait bien là aussi qu'il y ait encore plus de motivation, d'effort, de manière à ne pas retarder ce projet qui est déjà en gestation depuis de trop nombreuses années. Et je pense que tout le monde l'attend avec impatience. Alors là aussi, tu n'as sûrement pas de baguette magique, mais j'avais envie de
souligner ce beau projet qu'il faut soutenir. Ok, merci pour l'intervention. Alors, je me propose de répondre sur les vaccins. Ensuite, Fabrice pourra dire ce que tu en penses et ensuite on parle de l'hôpital. Alors, sur les vaccins, moi, juste quelques éléments rapides. Moi, je suis hyper satisfait que la communauté scientifique mondiale ait trouvé dans des délais si courts des vaccins, en grosso modo en moins d'un an. Je suis hyper satisfait qu'on ait une stratégie européenne pour ne pas lancer le tous contre tous qui aurait été préjudiciable à tout le monde. Et voilà, on a bien géré ça. Alors, on a peut-être été un peu naïf au niveau européen. On est quasiment le seul continent qui a exporté beaucoup de vaccins par rapport à ce qui s'est gardé lui-même, mais c'est aussi parce qu'on a une certaine solidarité. On a notamment beaucoup contribué à l'initiative COVAX pour les vaccins pour les pays qui n'avaient pas forcément les moyens d'en avoir. Et deux dernières choses, je trouve qu'on est dans une situation compliquée où à la fois, en fait, on envoie des messages contradictoires. C'est qu'à la fois, effectivement, on a des bons indicateurs, on va dire, d'un point de vue sanitaire. Donc, on dit aux gens, ah, c'est bon, on va pouvoir revivre normalement, etc., enlever les masques, retrouver notre vie. Et c'est vrai qu'en même temps, on doit leur dire, mais ne baissez pas la garde sur le sujet des vaccins. Et je trouve que c'est difficile à entendre. Par contre, je pense je partage comme toi qu'il y a un réel danger. Pas tant pour cet été ni pour septembre, mais pour octobre-novembre, puisque en cas de quatrième vague, nous sommes en mesure de le détecter grosso modo 3 semaines avant l'arrivée. On commence à avoir les signaux faibles, les taux d'incidence, tout ça qui se mettent à frétiller 3 semaines avant que ce soit qu'on y soit en plein dedans. Et 3 semaines, c'est justement le temps d'effectivité des vaccins. C'est-à-dire qu'en octobre, si on se dit « Ah, il y a une quatrième vague qui arrive », on n'aura pas le temps de piquer dans l'urgence tout le monde. En tout cas, on sera dans la panique. Donc, moi, j'essaie de dire à tout le monde, en tant que de dire, faites-vous vacciner. Je montre l'exemple, moi, je l'ai fait, enfin, toute ma famille. Voilà, pour avancer sur cette question des vaccinations. Et lundi, on avait une réunion avec le directeur de l'ARS à ce sujet-là. Et j'ai poussé aussi pour qu'il y ait, parce que donc il y a le Groupama Stadium, il y a les centres de vaccination dans les territoires. Une analyse que j'ai, moi, c'est que les gens, il y a quelques gens qui sont vraiment des anti-vaccins, mais il y en a surtout qui ne veulent pas forcément faire l'effort d'investir 1 heure, un peu comme pour aller voter, ils préfèrent faire autre chose. Et donc, j'ai incité vraiment pour qu'il y ait des centres de vaccination sans rendez-vous sur des lieux de passage, typiquement à la gare, au centre commercial de Pardieu, etc., pour que les gens, entre deux, se disent « Ah, tiens, j'ai 10 minutes, je vais me faire vacciner, et comme ça, c'est fait. » Voilà, pour qu'on rende l'accès au vaccin plus facile. Les opérations comme ça qui sont menées sur les plages, notamment, ont pas mal de succès. Donc, voilà ma position pour ma part, très pro-vaccin. Je n'étais pas non plus pour l'obligation vaccinale. La question se pose quand même aujourd'hui pour les soignants, et très pro-vaccin, et j'essaie de le faire sans non plus trop en faire, pour que chacun quand même puisse le faire, on va dire, le plus possible avec son libre arbitre. Fabrice, je trouve ta position est intéressante parce qu'elle ne sera peut-être pas tout à fait la même. Je ne sais pas si c'est voulu qu'un médecin nous pose cette question ce soir. Donc, moi, je vais m'exprimer, donc je suis maire de la commune, mais je m'exprime en ma personne et non pas, ça n'engage pas mon conseil municipal. Voilà, moi, je ne suis pas un anti-vaccin du tout, mais ce type de vaccin aujourd'hui a une technologie nouvelle on peut appeler ça technologie, je ne sais pas si c'est bien le terme. Donc l'ARN messager, tu veux dire. L'ARN messager. Et quand je vois qu'on va vacciner maintenant nos enfants avec donc des personnes, qu'on vaccine des adultes, après chacun est libre, mais qu'on vaccine des enfants qui sont en pleine croissance, moi je me pose des questions. On est le pays, la France, on est le pays où on a toujours mis la précaution avant toute chose. Moi je suis agriculteur, donc quand il y a eu la crise de l'ESB, on a battu des troupeaux entiers alors qu'on savait que ça ne servait à rien, mais pour la forme, on le faisait. Alors qu'en Angleterre, ils tuaient juste l'individu infecté. Donc la crise de l'ESB, c'était aussi une sacrée crise, vous nous en rappelez. Et on en est arrivé au bout, et à la fin, on est arrivé au bon sens, et on tuait que l'animal qui était atteint. On ne tuait pas tous les troupeaux. Donc voilà, moi je suis par rapport à ces vaccins, surtout pour les enfants, on commence à entendre à partir de 12 ans et on ne sait pas ce qui va être fait à la rentrée. Moi, j'émets des réserves.
à savoir que la première chose avant le vaccin, et ça je pense que vous le savez, qu'il existe beaucoup de traitements de soins qui sont utilisés partout à travers le monde. Il y a l'ivermectine maintenant. Donc l'ivermectine, c'est un antiparasitaire qui existe depuis très nombreuses années. C'est des molécules de base. Il y a la chloroquine qui est connue. Alors ça ne va pas soigner 100%, mais… Non, ça ne va rien soigner du tout. Non, je crois qu'il faut… La médecine, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une conviction, c'est pas de la médecine, c'est de la science. L'ivermectine ne marche pas, l'hydrochloroquine ne marche pas. Je crois qu'il faut arriver à se débarrasser des fake news qui ont pollué et gravement nuit à la santé publique dans ce pays et s'en tenir à des réalités factuelles, chiffrées, qui font consensus auprès de la communauté scientifique et médicale dans le monde entier. Donc, c'est vrai que je réagis. Non, l'ivermectine ne sert strictement à rien d'autre qu'à s'éloigner des réalités. C'est pas… Vous savez, il ne faut pas se leurrer. Les grands fléaux de la planète, les grands fléaux viraux, alors, on s'en est pas sorti sans vaccin. La poliomyélite, tout le monde l'a oublié. Oui, c'est grâce à la vaccination. Voilà, la variole aussi, c'est des choses. J'ai bien dit que c'était… Non, mais c'est pour ça que je réagis un petit peu, parce qu'on ne peut pas mettre sur le même plan des choses extrêmement précises et qui sont très efficaces. Ensuite, c'est vrai que, alors là aussi, je réagis, ce n'est pas une technologie nouvelle, l'ARN messager, absolument pas. Ce sont des techniques de pointe sur lesquelles des chercheurs travaillent depuis plus de 10 ans, et ce sont des techniques qui ont été extrêmement efficaces pour prendre en charge des pathologies cancéreuses. Donc, c'est vraiment un espoir thérapeutique énorme, c'est extraordinaire, cette technologie. Voilà, donc c'est vraiment, là aussi, c'est quelque chose qui est très sûr, qui est bien évalué, et voilà. Alors, je vais terminer avec un petit mot d'humour. Je ne suis pas certain que le bon vieux Louis Pasteur, quand il a vacciné le petit Joseph Meister en 1885, il l'a sauvé, ait beaucoup de recul, ni de dossier non plus. Et voilà, c'est une réalité. En fait, il faut assumer, moi, la comparaison que j'aime faire, c'est qu'il faut assumer que le vaccin, effectivement, c'est un tout petit risque, mais qui protège, qui a un bilan net beaucoup plus positif. C'est un peu comme la ceinture de sécurité, elle nous protège, mais il y a des cas à la marge où la voiture termine dans un étang et la ceinture de sécurité reste bloquée. Et voilà. Ce qu'il faut analyser, c'est combien on sauve de vie avec la ceinture de sécurité par rapport à… Et c'est vrai que sur le cas de la ceinture de sécurité, le législateur, à un moment donné, s'est dit, mais c'est un tel carnage que tant pis, on impose la ceinture de sécurité, alors qu'on pourrait dire aussi, comme pour le vaccin, les gens sont quand même assez grands, vont quand même réfléchir, vont mettre la ceinture de sécurité. Et la deuxième réflexion que j'aimerais apporter, c'est comment on peut bâtir dans notre société un climat de confiance, même envers les scientifiques au sens large, parce qu'effectivement, quelqu'un me met… est-ce qu'on est épidémiologiste? Enfin, à chaque fois qu'un homme politique se prononce sur un vaccin, on lui dit vous n'êtes pas scientifique, et c'est à raison. Hein. Et comment on peut faire en sorte que les autorités scientifiques, on va dire, aient une parole, on va dire, un peu plus entendue que le gars qui discute sur les réseaux sociaux ou autres, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux, les chaînes d'information continue ont un pouvoir un peu aplatissant, c'est-à-dire que le prix Nobel a quasiment la même audience que le gars qui raisonne sur la base d'une émotion. Bon, en tout cas, aujourd'hui, la France a fait le choix de rendre ce vaccin gratuit mais facultatif, et donc chacun décide en son âme et conscience de ce fait de faire vacciner. Mais donc, il n'y a pas d'obligation. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation. Après, si la situation en novembre devient grave, on peut même imaginer que il puisse y avoir des incitations, par contre, sur le fait de dire que certaines activités, on va revenir sur le pass sanitaire, puissent être ouvertes aux personnes vaccinées ou pas. Voilà, mais en tout cas, il y a déjà des endroits en France, je pense par exemple à la Guyane, où pour y aller, il faut se faire vacciner. Et ça n'a jamais posé, en fait… je trouve qu'aussi, plus on en parle et plus on se dit, oulala, il y a un loup, alors que le vaccin, ça reste quand même quelque chose d'assez anodin, quoi, in fine. Ça, c'est une bonne réflexion, mais je ne comprends pas pourquoi il y a tant de publicité longueur de journée sur l'encouragement. Parce que c'est un enjeu de… Normalement, il y a, on va dire, une confidentialité au niveau des soins qui est la règle en France. Et aujourd'hui, le pass sanitaire, tout ça, on sait d'abord… voilà.
Si je peux me permettre, je voulais prendre la parole. Donc, moi, je suis Laetitia Laval. J'ai déjà intervenu dans une première visio qui avait été déjà faite avec M. Gazillou. Du coup, voilà, moi, je ne suis pas anti-vaccin non plus. On peut se féliciter que des centres de vaccination ouvrent. Vous avez tout à l'heure, M. Gazillou, émis l'éventualité de mettre des centres de vaccination sur les lieux de vacances. Je m'adresse aussi à vous, M. Touvenin, en tant que médecin. Donc, moi, je suis infirmière libérale. Me pose la question quand même du respect du secret professionnel. Je trouve que du coup, dans cette affaire-là, on oublie beaucoup de choses. Ça me pose quand même beaucoup de questions. En début aussi de campagne de vaccination, on avait obligation de recueillir le consentement des personnes, d'établir quand même un examen médical pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'exclusion. Et moi, je m'inquiète beaucoup de voir que maintenant, les vaccins sont administrés à tout un chacun et que toutes ces mesures-là sont bafouées. Ça me pose quand même beaucoup de questions. Ensuite, je voulais revenir sur une chose que vous avez dite aussi, Monsieur Touvenin. Il est vrai que l'ARN messager existe depuis très longtemps, mais jusqu'alors, il était quand même appliqué pour les pathologies cancéreuses. Là, c'est quand même une nouvelle application. On n'a pas de recul. Voilà, je m'interroge aussi. On l'administre à grande échelle, à tout âge, tout patient confondu, enfin même pas des patients, en préventif, en fait. À cette application-là, on n'a pas de recul. Je ne sais pas si vous me rejoignez quand même sur cette… Il y a deux points, la question du secret médical et du consentement. Alors moi, je ne peux pas répondre, mais peut-être que Vincent Touvenin nous répond. Mais je note quand même qu'il y a aujourd'hui un niveau d'information. Enfin là, il y a une technicité quand même dans l'échange qui est quand même qui fait que tout le monde peut renseigner. Je me pose juste la question de savoir si plus on a d'informations et plus on a confiance au système, parce que plus on a d'informations, plus aussi comme on a des connaissances, on va dire pas forcément partagées. Moi, je ne suis pas médecin, j'écoute des experts, mais qui ne sont pas reconnus par le gouvernement. Et juste un dernier point, Laetitia, on peut juste vous demander de quel territoire vous êtes et comment, en gros, vous avez connu au niveau de la visioconférence? Alors, moi, je suis dans les Monts du Lyonnais et je suis également conseillère communale sur Souzy. Donc, je reçois par mail vos interventions. J'ai reçu le mail en disant que vous interveniez aujourd'hui au sujet aussi de la recherche au niveau du vaccin. Donc voilà, je voulais écouter toutes les choses intéressantes que vous aviez à dire. Et merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. En tout cas, c'est très important qu'on puisse tous s'exprimer avec nos doutes, etc. Et je pense que c'est un peu comme ça aussi qu'in fine, on ressort en étant un peu plus éclairé sur les choix. Alors, Vincent, il y avait donc la question est-ce que ces centres de vaccination brisent le secret médical et comment on s'assure du consentement des personnes? Chaque personne qui se déplace en centre de vaccination ou chez son médecin, peu importe, oui, il n'est pas vacciné contre son gré, fort heureusement. La question se pose plus pour des gens fragiles, notamment, je suis un peu au courant de ce qui se passe dans les EHPAD, et bien évidemment, on recherche le consentement, soit de la personne de confiance, soit de l'entourage. Il est bien évident, ça n'aurait pas de sens qu'on ne va pas commencer à vacciner des gens contre leur gré. C'est pas, ça n'a pas de sens et ce n'est pas du tout ce qui est pratiqué. Je ne crois pas. Ça reste un acte, oui, qui doit rester dans le cadre du secret médical, bien sûr. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors, c'est sûr qu'il y a une obligation d'efficacité à grande échelle. C'est sûr que quand on va dans un vaccinodrome, ça va vite, c'est vrai. Il y a un impératif avant tout, une priorité d'efficacité. Il n'y a quand même pas beaucoup. Le questionnaire médical est assez réduit, tout simplement parce que les contre-indications sont quand même assez réduites, assez simples. C'est secret médical dans le sens vacciné, pas vacciné, c'est ça? Ou secret médical dans le sens les questions qui se posaient quand on se fait vacciner? Moi, c'était dans le sens que quand on est tous à la file, théoriquement, tout ce qu'on nous administre, on est libre ou pas de le divulguer à un tiers. Là, de fait, comment on peut le cacher? Tout ce qui Après, je suis d'accord que quand on se présente au centre de vaccination, c'est de son plein gré. Mais quand on est tous dans une file, le secret médical n'est pas respecté, clairement. Ah oui, enfin, c'est vrai qu'on va tous se faire vacciner, et c'est pas public, mais enfin, je suis d'accord que ça va. Oui, c'est bon, c'est
Bon, c'est une vaccination, ce n'est pas une consultation médicale avec des choses C'est une confidentielles. donnée médicale. Oui, c'est quand même une donnée médicale, c'est vrai. Bon, après, voilà. Alors, bon, La taille est aussi une donnée médicale. Hein, et tout le monde, non, mais pour savoir si on est grand ou si on est petit, non? Il n'y a aucun niveau dans les données médicales. Tout ce qui est en rapport avec notre santé et la propriété propre de la personne. Je pense que vous pouvez confirmer. Il n'y a pas lieu de communiquer, je suis bien d'accord. Hein. Après, non, on pourra travailler dans une population de gens fragiles. Non, on ne vaccine pas, je le dis très fermement parce que c'est gratuit, on ne vaccine pas les gens contre leur gré, on ne vaccine même pas les gens si on a un doute sur leur adhésion à la vaccination. On n'est pas en Union soviétique des années 80. Après, moi, je l'appliquais plutôt à ce que disait M. Casiou, de mettre des antennes en fait sur les lieux de vacances. À ce moment-là, je me demande quand même au niveau de la surveillance post-vaccinale, si les gens se font vacciner et qu'ils repartent directement après, ça va être compliqué quand même. On ne peut pas faire n'importe quoi. 15 minutes, une demi-heure, c'est ça après le 15 minutes. On peut l'organiser, ça. Alors, mais en tout cas, merci beaucoup Laetitia pour les interventions très pertinentes et c'est bien qu'on puisse en parler. J'ai vu que Marc avait levé la main également. Oui, rapidement, juste pour rebondir sur ce que j'ai entendu. Donc, je suis Marc Blondeau, je suis pharmacien à Saint-Symphorien-sur-Coise. Alors, on parle de vaccins, on parle de médicaments. Voilà, donc je pense être très bien placé pour pouvoir parler de tout. Juste pour terminer sur ce que disait notre collègue infirmière, j'ose espérer quand même que les professionnels de santé qui vont vacciner sur les lieux de vacances le feront aussi bien qu'on peut le faire ici. Et il n'y a pas de raison que ces professionnels-là ne respectent pas voilà, les bonnes règles, que ce soit en termes de secret professionnel ou etc. Je n'ose pas imaginer que mes confrères pharmaciens qui vaccinent dans le sud de la France fassent ça moins bien que nous ici, en fait. Donc, voilà. Bon, je suis pas forcément inquiet qu'il y ait effectivement des campagnes de vaccination qui soient menées sur les lieux de vacances. Monsieur Bouchu, j'adorerais pouvoir vous dire que l'ivermectine est efficace. Vraiment, mais j'adorerais ça. Je vais juste garder pour le moment ma casquette. Non, mais je vais juste garder ma casquette pour le moment de pharmacien et d'acteur de santé publique pour vous dire qu'effectivement, l'ivermectine, elle est totalement inefficace. Ça, c'est une certitude. L'hydroxychloroquine aussi, mais l'ivermectine, c'est pareil. Hein. Et je vais enlever ma casquette de pharmacien, mettre ma casquette de commerçant et vous dire que je suis vraiment, mais désolé aussi, et voilà, que j'aimerais pouvoir en vendre des quantités astronomiques mais non. Malheureusement, c'est inefficace. C'est des traitements qui sont totalement inefficaces, très clairement. Voilà. Et effectivement, en plus de ça, pour le coup, le même. Il n'y a aucun médecin qui en a prescrit alors. Vous qui voyez passer les ordonnances. Je vois passer des ordonnances de complaisance, effectivement, j'ai vu passer des ordonnances de complaisance, très clairement, qui sont même pas forcément réalisées par des médecins d'ailleurs. J'ai vu des ordonnances de complaisance de dentistes, par exemple, pour l'ivermectine. J'ai vu passer des choses totalement ahurissantes, qui évidemment on ne délivre pas. Voilà. Qui sont totalement refusés. On a le droit et le devoir, les pharmaciens, de ne pas délivrer une ordonnance quand on juge qu'elle ne peut pas être délivrée. Et en l'occurrence, ces ordonnances ne sont pas délivrées. Donc voilà. En ce qui concerne le vaccin ARN messager, comme le disait effectivement Vincent Touvenin très bien, c'est que c'est pas du tout effectivement une nouvelle technologie. Hein. Il suffit juste d'aller faire 2-3 petites recherches sur ces boîtes-là, BioNTech, Moderna, de voir un petit peu depuis, donc qui ne travaillent que sur l'ARN messager. Hein. De voir quand est-ce qu'elles ont été créées, de voir tout l'argent qu'elles perdent d'ailleurs depuis une quinzaine d'années parce que tout est investi dans la recherche et elles ne font que perdre de l'argent. Et c'est pas nouveau, c'est effectivement, ça fait plusieurs dizaines, 15 ans, je crois, pour BioNTech. C'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Il se trouve qu'avec cette crise du Covid, on arrive à un moment donné où cette technologie est mature. Voilà. Et on a fait ces 10 dernières années de tels progrès en biologie moléculaire qu'il faut, à mon sens, vraiment s'attendre à ce que dans les prochaines années, les développements de médicaments aillent beaucoup plus vite qu'il y a 10 ans. Voilà, parce qu'on est en capacité aujourd'hui
avec le séquençage, comme on l'a pu faire au niveau du virus et de cette fameuse protéine, pour cette protéine de surface du virus, donc qui nous a servi donc pour le développement du vaccin, on a été en capacité très très vite de séquencer cette protéine spike et effectivement de faire en sorte que on ait cet ARN messager qui code justement pour la fabrication d'anticorps dirigés contre cette protéine. Et si ça, c'est possible de le faire aussi vite aussi aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces évolutions qu'il y a eu en biologie moléculaire ces dernières années. Voilà. Moi, quand j'étais à la fac il y a 15 ans, on n'avait encore pas décodé complètement le génome humain. Enfin, il y a un peu plus longtemps même maintenant, le temps passe vite. Mais et voilà. Et je suis parti de la fac, le génome humain était complètement décodé et ça a continué d'évoluer. La biologie moléculaire évolue à une vitesse phénoménale, toujours à une vitesse phénoménale. Et donc, forcément, ça nous donne les capacités et on a cette chance du coup. On a cette chance de pouvoir développer un vaccin extrêmement rapidement. Le Covid nous serait tombé dessus il y a 20 ans, on serait sacrément dans la merde aujourd'hui. Voilà. Oui, on a de la chance d'être en démocratie et donc d'être en désaccord, malgré que vous soyez médecin. Comme je vous ai dit, moi j'ai potassé à mon niveau et rencontré des experts autres. Une collègue députée d'ailleurs. Que votre confrère. Une collègue députée, Martine Vonner. Bon. Alexandra elle est incompétente. Elle est incompétente. En termes de médicaments, c'est une femme qui est incompétente. Elle est psychiatre. Je m'excuse. Elle est psychiatre. Elle est incompétente en termes de médicaments. Voilà. Je préfère. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui ont pris la parole et qui ont raconté absolument n'importe quoi. Martine Vonner, clairement, il faut le dénoncer, en fait partie. C'est quelqu'un qui a un discours malhonnête. Et le professeur Henri Oncaude aussi, c'est quelqu'un qui a un discours absolument abracadabrantesque. Il n'y a pas d'autre mot. Je ne vais pas juger ses capacités de médecin psychiatre. Hein. Attention, c'est certainement un très bon psychiatre, je ne sais rien, etc. En pharmacologie, elle est nulle. Voilà, j'assume totalement les propos. Elle est nulle et incompétente. Tout à fait. Et la chloroquine, j'y crois. C'est pour ça que le décret de janvier 2020 m'est resté un petit peu en travers. D'Agnès Buzyn, c'est bizarre qu'elle a été retirée Enfin bon, on pourrait discuter des heures avec des arguments et on ne se convaincrait pas tous les deux. Après, chacun voit dans son fort intérieur ce qui résonne en lui. Et c'est comme ça un petit peu que je marche. Voilà. Moi, ma conscience, elle me dit je ne me ferai pas vacciner. Après, chacun voit. Ah ben après, ça, c'est votre choix. Voilà. Bon, en tout cas, c'est bien qu'on ait pu s'exprimer. Alors, Fabrice, je crois que tu as un conseil à 8 heures. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question, dernière intervention? Je vois qu'il y avait Pierrick qui lève la main depuis tout à l'heure. Je souhaite intervenir après. Oui. Alors, Pierrick, si possible, court. Oui, si possible. Très bien. Je vais faire très rapidement. Est-ce que tout le monde m'entend? Le Wi-Fi est un peu limite. Ouais. Un peu juste. Alors, je vais juste… Ouais. Ok. Non, très rapidement, en fait, je voulais juste rebondir sur les éléments et évoquer, donc profiter de la présence d'un pharmacien et d'un médecin. Notamment, là, je viens de reprendre juste très rapidement, en fait, notamment les données de l'IHU de Marseille, où il n'y a pas que le professeur Raoult, qui est avec des centaines de scientifiques. Je voulais juste essayer de comprendre une petite chose, c'est comment du 1er mars au 14 juin 2021, là, eux, ils annoncent sur leurs données, qui est l'IHU qui est le plus, on va dire, documenté et publié de données officielles sur leur recherche sur le Covid, avec les séquençages et autres. Ils ont traité pratiquement 17 000 personnes. Ils affichent sur leur dernier communiqué avec l'association hydroxychloroquine plus azithromycine. Et je crois qu'ils ont même rajouté du zinc, et notamment de manière précoce. Donc, ils ont un taux de létalité relativement bas. Alors moi, je ne suis pas en capacité de dire clairement en fait ce qui marche pas. C'est juste que je regarde ce que font également des centaines de scientifiques également autres qui semblent avoir des bons résultats. Et donc comment est-ce que vous, en qualité de médecin et de pharmacien, est-ce que vous êtes descendu à l'IHU de Marseille voir un petit peu ce qu'ils faisaient, ce que faisaient ces personnes-là? En tout cas, merci en tout cas pour la question courte. Juste, je précise que le docteur Raoult a été proposé au Conseil scientifique, donc au niveau national. On l'inclut. Voilà. Et par ailleurs, y compris le président de la République, intrigué, à aller le voir. Voilà, donc, je pense qu'il a l'oreille de l'ensemble des autorités sanitaires, si vraiment il est. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, peut-être que médecins ou pharmaciens vont mieux répondre que moi sur la bataille de statistiques, on va dire.
Alors, bien sûr que le professeur Raoult a été et toujours a publié énormément, a été un excellent spécialiste en infectiologie, personne ne peut le nier, sauf que c'est une personnalité aussi avec ses contradictions, ses fragilités, et qu'effectivement, il s'est mis en marge de la communauté scientifique, qu'elle soit nationale ou internationale. Voilà, c'est pas un exemple comme le professeur Perron, comme d'autres. Il y a des gens qui, effectivement, qui à un moment ou à un autre sortent d'un consensus qui a de la valeur, d'un consensus scientifique qui rassemble voilà, des centaines de spécialistes. Et il ne faut pas rester hexagonal dans le monde entier, c'est quand même quelque chose d'important. Bon, alors, effectivement, les publications de Raoult étaient assez flatteuses, mais il ne faut quand même pas oublier, sur une population générale, heureusement, la mortalité du coronavirus reste faible, heureusement. Elle est de 0,4%, quelque chose comme ça. Alors, bien évidemment, si on prend des formes bénignes et qu'on leur administre n'importe quelle opposition pseudo-thérapeutique, ils vont produire des chiffres excellents. Et je pense que c'est quand même ça, pour faire simple, l'analyse des chiffres marseillais. Voilà. Je crois qu'il n'a pas fait le double test aveugle aussi de mémoire. Ce qui aurait été intéressant, c'est-à-dire de prendre 1000 personnes à qui on donne de l'hydroxychloroquine, 1000 personnes à qui on n'en donne pas, mais surtout on ne leur dit pas. Hein. Certains, on leur donne du sucre et là, on voit réellement ce qu'il a. Il a toujours refusé de le faire. Moi, très franchement, et je crois que Marc aussi, quand on a commencé à parler de l'hydroxychloroquine, ça nous a énormément intéressés. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Même Trump disait que c'était encore une fois, il faut être très, très cartésien. Ce n'est pas une question de conviction, de fort intérieur, de croyance. Ça, c'est de la spiritualité, de la religion. Non, c'est de la science. Et la science aussi sont des méga-analyses, sont des données planétaires qui sont mathématiques, qu'on ne peut pas contester. Et l'ivermectine, c'est la même chose. Pour en revenir à l'ivermectine, c'est pas quelque chose qu'on a balayé comme ça. Hein. Aujourd'hui, sur la base des études qu'on a, on peut affirmer que c'est inefficace. C'est pas quelque chose qu'on aurait dit d'emblée quand on nous a parlé de l'ivermectine. Attention, hein. Voilà. Ok. Bon, je propose alors la commune de la Ragesse a un conseil municipal à 20h. Alors, je n'aimerais pas vous mettre trop en retard. En tout cas, merci à tous pour vos interventions. On a passé une super après-midi à la Ragesse très, très instructive avec plein de sujets abordés. Là, je trouve que la discussion était intéressante et heureusement qu'il y avait quelques professionnels de santé parce que moi, des fois, on me pose des questions auxquelles je n'ai pas toujours la réponse et ça peut laisser un peu aussi planer le doute des fois sur tel ou tel sujet. Merci. On peut se quitter bons amis sans être d'accord. Merci de tes échanges. Je pense qu'on pourra tous boire un coup. Et Fabrice, si tu veux, je te laisse le mot de la fin. Voilà, merci d'être venu à la Ragesse aujourd'hui. C'est vrai que sur cette question de crise sanitaire, c'est très prenant. Ça fait 1 an et demi au niveau communal, on est un peu au four et au moulin. On gère des décisions qui sont prises des fois dans l'urgence, tout ça. Moi, ce qui me chagrine, je vous l'ai dit, c'est la vaccination des enfants avec cet ARN messager. Ce qui me chagrine aussi, c'est le pass sanitaire. Sur le fronton de nos mairies, il est écrit liberté, égalité, fraternité. Donc voilà, plus pour la liberté que pour le pass sanitaire. Voilà. Oui, pas forcément. C'est aussi la liberté de réorganiser des événements de plus de 1000 personnes qu'on ne pourrait pas faire sans pass sanitaire. Voilà, mais c'est pour ça que je suis pour la fin. Bon. Ok, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on peut échanger. Et ce qui est bien, c'est qu'on va boire un coup avec Fabrice et que ça fait 10 ans qu'on est élus tous les deux et que des fois, on passe 1 heure sur le parking à l'issue d'une réunion parce que j'essaie quand même de le convaincre et lui aussi essaie de me convaincre, mais on reste amis. Et c'est une chance de pouvoir échanger même si on n'est pas d'accord. Voilà. Merci à tous en tout cas pour votre participation à la réunion et très belle soirée à tous. Et buvez un coup à la santé de tous. Bonne soirée.